Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 70 ans aujourd'hui, et ce que je vais vous raconter va peut-être vous choquer. Pendant 45 ans, j'ai cru vivre le parfait conte de fées le Parisien. J'ai cru être la femme la plus chanceuse du 16e arrondissement. Mais la vérité, la vraie vérité, est si cruelle qu'elle m'a presque tuée. Littéralement. Tout a commencé il y a 3 mois, quand j'ai découvert par hasard un document qui traînait sur le bureau de mon mari Henri dans notre hôtel particulier avenue Foch. Un simple papier qui allait faire s'écrouler ma vie comme un château de cartes. Ce jour-là, en ramassant une tasse de thé oubliée, mes yeux se sont posés sur des chiffres qui m'ont glacé le sang. Des sommes astronomiques, des comptes bancaires dont j'ignorais l'existence, et surtout, les noms de mes 3 enfants associés à ces montants vertigineux. Vous savez, quand on a vécu toute sa vie dans le luxe, entouré de domestiques, de chauffeurs, de bijoux somptueux et de robes haute couture, on finit par croire que l'argent coule de source. Henri, mon époux, avait bâti un empire financier colossal. Nous possédions des propriétés dans tout Paris, des vignobles en Champagne, des parts dans des entreprises internationales. Notre fortune était estimée à plus de 200 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 200 millions. Mais ce matin de septembre, dans mon salon au mur tapissé de soie dorée, face à ces documents abandonnés sur le bureau Louis XVI de mon mari, j'ai compris que ma vie n'était qu'une gigantesque mascarade. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur le canapé de velours rouge pour reprendre mes esprits. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Henri était parti pour Londres ce matin-là, comme tous les mardis depuis des années. Un voyage d'affaires, disait-il toujours. Mes enfants, Sébastien, 38 ans, directeur dans l'une des sociétés de son père, Isabelle, 35 ans, mariée à un banquier fortuné, et Thomas, mon petit dernier, de 32 ans, avocat réputé dans un grand cabinet parisien, vivaient tous leur vie dorée, sans se soucier de moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Les documents étalés devant moi racontaient une toute autre histoire. Des virements réguliers, de plusieurs millions d'euros, vers les comptes personnels de mes enfants, des donations déguisées, des montages financiers complexes dont j'étais totalement exclu. Et le plus choquant, une clause testamentaire modifiée récemment qui me laissait une pension dérisoire de 10 000 euros par mois. 10 000 euros! Moi qui dépensais cette somme rien qu'en fleurs fraîches pour décorer notre demeure chaque semaine, j'ai d'abord pensé à une erreur. Comment mon Henri, l'homme qui m'offrait des diamants pour chacun de mes anniversaires, qui m'emmenait en croisière sur notre yacht de 60 mètres amarré à Cannes, pourrait-il me trahir ainsi? Comment mes enfants, que j'avais portés, élevés, choyés, gâtés au-delà du raisonnable, pouvaient-ils accepter de me voir spolié? Mais plus je lisais, plus l'évidence me sautait aux yeux. Cette trahison était orchestrée depuis des années, méthodiquement, froidement. Chaque signature, chaque virement, chaque décision avait été prise dans mon dos, avec la complicité active de toute ma famille. Mon propre sang me poignardait dans le dos avec la précision d'un chirurgien. La première chose que j'ai faite, après avoir pleuré pendant 2 heures dans ma chambre, a été d'appeler mon notaire personnel, Maître Beaumont, un homme de confiance qui me connaissait depuis 20 ans. Sa voix au téléphone était étrange, embarrassée. Il m'a demandé de passer à son étude le lendemain matin. Ce ton inhabituel m'a immédiatement alarmé. Maître Beaumont avait toujours été jovial avec moi, presque paternel. Là, il semblait gêné, comme s'il savait déjà ce que j'allais découvrir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai arpenté les couloirs de notre immense demeure, observant chaque tableau, chaque meuble, chaque objet d'art que nous avions accumulé au fil des décennies. Cette collection valait une fortune. Les monnaies dans le salon, le Picasso dans la bibliothèque, les sculptures de Rodin dans le jardin d'hiver. Tout cela allait-il disparaître? Tout cela m'échappait-il déjà? Le lendemain matin, assise dans le fauteuil en cuir de l'étude notariale rue de Rivoli, j'ai entendu les mots qui ont définitivement brisé ma vie. Maître Beaumont, évitant soigneusement mon regard, m'a expliqué que Henri avait effectivement modifié son testament 6 mois plus tôt. Tout, absolument tout, revenait à nos 3 enfants. La maison avenue Foch, les propriétés secondaires, les comptes bancaires, les investissements, même mes bijoux personnels étaient désormais légalement leur propriété. Et moi? Moi, Marguerite Dubois, qui avait sacrifié ma carrière de pianiste prometteuse pour élever ses enfants, qui avait organisé pendant 45 ans les dîners d'affaires de mon mari, qui avait été l'épouse parfaite, la mère dévouée, l'hôtesse irréprochable, je me retrouvais avec une pension alimentaire de 10 000 euros mensuels. De quoi survivre, certes, mais une misère comparée à notre train de vie habituel. Maître Beaumont a tenté de justifier cette décision en évoquant la volonté d'Henri de protéger ses enfants des droits de succession. Une optimisation fiscale, disait-il. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Cette stratégie aurait pu être mise en place tout en me préservant une part équitable. Non, cette spoliation était délibérée. J'ai quitté l'étude en titubant. Dans la rue, les passants me dévisageaient. Une vieille dame élégante qui pleurait sans retenue, cela attire l'attention.
Mais je m'en fichais. Mon monde venait de s'écrouler et personne, absolument personne, ne semblait s'en soucier. De retour à la maison, j'ai trouvé Henri dans son bureau, exactement comme si de rien n'était. Il lisait ses journaux financiers, ses lunettes perchées sur le bout du nez, l'air concentré. Pendant un instant, j'ai eu envie de faire comme si je n'avais rien découvert, continuer à jouer la comédie du bonheur conjugal. Mais quelque chose en moi s'était brisé définitivement. Commentez « Je suis jusqu'à présent » ou « J'ai suivi jusqu'à présent » si vous voulez connaître la suite de cette histoire bouleversante. Quand je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, Henri a à peine levé les yeux de son journal. Comme si ma découverte était un détail insignifiant. Il a reposé ses lunettes sur son bureau et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Froide, calculatrice, presque méprisante. Il m'a expliqué, avec un calme qui m'a terrifié, que cette décision était la plus logique, que j'étais vieillissante et que je n'avais pas les compétences nécessaires pour gérer une telle fortune, que nos enfants étaient des adultes responsables qui sauraient faire fructifier cet héritage. Il a utilisé des mots comme pragmatisme et transmission patrimoniale, comme si nous parlions d'un investissement immobilier et non de 45 ans de mariage. J'ai tenté de lui rappeler tout ce que j'avais fait pour lui, pour notre famille, les sacrifices, les années passées à soutenir ses ambitions, les soirées mondaines où je brillais à son bras pour séduire ses clients et partenaires d'affaires, mes propres rêves abandonnés quand je suis tombée enceinte de Sébastien à 25 ans, ma carrière musicale prometteuse sacrifiée sur l'autel de la maternité et du soutien conjugal. Henri m'a écouté sans broncher, puis il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. « Marguerite, tu as été une épouse, convenable et une mère correcte. Mais aujourd'hui, tu n'apportes plus rien à cette famille. Il faut savoir se retirer avec dignité. Se retirer avec dignité. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des heures. 45 ans de mariage résumés à convenable et correct. Comme si j'avais été une employée de maison méritante qu'on remercie avec une prime de licenciement. Ce soir-là, j'ai décidé d'appeler mes enfants, un par un, pour leur parler, pour comprendre comment ils pouvaient-ils accepter une telle injustice. Sébastien, mon aîné, celui qui me disait autrefois que j'étais la plus belle maman du monde, a été le premier. Sa réaction m'a achevée. Il m'a expliqué, avec le même détachement clinique que son père, que cette décision était dans l'intérêt de tous, que je n'avais pas à m'inquiéter, que 10 000 € par mois étaient largement suffisants pour une femme de mon âge. Il a même osé ajouter que je pourrais enfin profiter de ma retraite, sans avoir à me soucier de la gestion financière. Profiter de ma retraite. Comme si, à 70 ans, après avoir vécu dans l'opulence, je pouvais me contenter d'un studio dans le 20e arrondissement et de courses chez Monoprix. Comme si perdre ma maison, mes habitudes, mon statut social était une libération. Isabelle a été encore plus cruelle. Elle m'a reproché de faire du chantage affectif et de ne pas comprendre les enjeux familiaux. Elle m'a dit que j'avais toujours été trop dépensière, trop frivole, et que cette nouvelle situation m'obligerait enfin à grandir. Grandir, à 70 ans. Sa propre mère qui l'avait bercée, soignée quand elle était malade, accompagnée à tous ses concerts de piano pendant son enfance. Thomas, mon petit dernier, celui que j'appelais encore parfois mon bébé, a été le plus violent. Il m'a accusé de vouloir saboter l'avenir familial par égoïsme. Il m'a dit que si je n'acceptais pas cette décision, il ne voulait plus me voir. Plus jamais. Ces mots sortaient de la bouche de mon enfant, celui pour qui j'avais passé des nuits blanches quand il faisait ses dents, celui que j'avais consolé après chaque chagrin d'amour adolescent. Cette nuit-là, seule dans ma chambre somptuaire qui ne serait bientôt plus la mienne, j'ai réalisé l'ampleur de mon isolement. Ma propre famille, les 4 personnes que j'aimais le plus au monde, s'étaient liguées contre moi. Non pas dans un moment de colère ou de malentendu, mais dans une stratégie froide et calculée qui durait depuis des mois, peut-être des années. J'ai repensé à tous ces signaux que j'avais ignorés. Les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Les regards échangés entre Henri et les enfants lors des repas de famille. Les coups de téléphone mystérieux que mon mari prenait en s'isolant. Les week-ends où mes enfants se retrouvaient, soi-disant entre eux, sans m'inviter. Tout prenait sens maintenant. Le pire, c'est que j'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être étais-je réellement devenu un fardeau? Peut-être mes dépenses étaient-elles excessives? Peut-être ne méritais-je pas de conserver cette fortune que Henri avait bâtie? Ces questions me torturaient l'esprit et m'empêchèrent de dormir. Mais au petit matin, une rage froide a pris le dessus. Une colère que je ne me connaissais pas. Toute ma vie, j'avais été la gentille Marguerite, souriante et accommodante. L'épouse modèle qui ne faisait jamais de vagues. La mère aimante qui pardonnait tout à ses enfants. Mais là, quelque chose avait définitivement basculé en moi. J'ai commencé à enquêter. Discrètement, méthodiquement. Si ma famille me cachait des choses depuis si longtemps, quels autres secrets pouvais-je découvrir? J'avais du temps devant moi, et 45 ans d'observation de mon mari et de ses affaires m'avaient donné une connaissance approfondie de ses habitudes. La première découverte a concerné les voyages d'affaires d'Henri.
Ces fameux mardis à Londres, qui duraient même parfois jusqu'au jeudi, j'ai appelé discrètement son associé britannique, sous prétexte d'organiser une surprise pour l'anniversaire de mon mari. La réponse m'a coupé le souffle. Henry ne venait à Londres qu'une fois par trimestre au maximum. Alors, où allait-il chaque semaine? La réponse est venue d'une source inattendue. Notre chauffeur, Marcel, qui travaillait pour nous depuis 15 ans. Un homme discret et loyal, ou du moins je le pensais. Quand je l'ai questionné subtilement, il a fini par craquer. Henry ne prenait jamais l'avion pour Londres le mardi matin. Marcel le déposait dans un appartement du 16e arrondissement, rue de la Pompe, à quelques centaines de mètres de chez nous. Un appartement que je ne connaissais pas. Un appartement où vivait une femme de 40 ans, brune aux yeux verts, élégante et visiblement très coûteuse à entretenir. Marcel l'avait aperçue plusieurs fois. Elle portait des bijoux somptueux et conduisait une Porsche rouge. Une Porsche que mon mari lui avait offerte, selon les informations que j'ai réussi à glaner. Cette révélation m'a anéanti, mais elle m'a aussi donné une force nouvelle. Si Henry me trompait depuis des années, si mes enfants le savaient et me le cachaient, alors cette spoliation prenait une dimension encore plus ignoble. Il ne s'agissait plus seulement de transmission patrimoniale, mais de se débarrasser de l'épouse gênante pour profiter pleinement d'une nouvelle vie. J'ai décidé d'aller voir cette femme. Un jeudi matin, élégamment vêtue de mon tailleur Chanel noir, mes perles autour du cou, mes diamants aux oreilles, je me suis rendu rue de la Pompe. J'ai sonné à l'interphone du 5e étage, appartement où Marcel avait vu Henry entrer tant de fois. Elle a ouvert la porte sans méfiance, probablement habituée aux livraisons de luxe. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé. Elle savait qui j'étais, forcément. Henry avait dû lui parler de moi, de son épouse vieillissante, dont il fallait se débarrasser. Valérie, c'était son nom, était effectivement très belle. Le genre de beauté que l'argent peut acheter et entretenir. Peau parfaite, silhouette sculptée, vêtements haute couture, bijoux étincelants. Tout ce que je n'étais plus à 70 ans. Elle m'a invité à entrer, sans doute par curiosité ou par culpabilité. Son appartement était un écrin de luxe. Meubles design, œuvres d'art contemporain, vue imprenable sur les jardins du Trocadéro. Tout avait été payé par Henry, bien sûr. Mes propres bijoux, vendus discrètement, avaient probablement financé cette garçonnière somptueuse. Cette pensée m'a donné envie de vomir. Valérie ne m'a pas menti. Peut-être était-elle soulagée de pouvoir enfin parler à quelqu'un de cette situation. Elle m'a tout raconté. Sa relation avec Henry durait depuis 8 ans. 8 ans! Presque une décennie, pendant laquelle j'avais vécu dans l'illusion d'un mariage solide. Elle m'a expliqué qu'Henry lui avait promis de divorcer dès que la situation financière serait réglée. La situation financière. Encore ces termes froids pour parler de ma spoliation. Henry attendait que la transmission de patrimoine soit bien finalisée pour me jeter comme un vieux meuble encombrant. Et mes enfants étaient au courant. Ils avaient rencontré Valérie à plusieurs reprises. Ils l'appréciaient même, selon ses dires. Elle serait une belle-mère plus moderne pour eux. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager à continuer. J'ai quitté cet appartement dans un état second. Dans l'ascenseur qui me ramenait au rez-de-chaussée, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Mon monde s'écroulait définitivement. Non seulement j'étais spolié financièrement, mais en plus j'étais remplacé sentimentalement. À 70 ans, après 45 ans de mariage, je me retrouvais seul, trahi, humilié. Mais dans le taxi qui me ramenait avenue Foch, une détermination nouvelle était née en moi. Si ma famille pensait pouvoir me traiter comme une quantité négligeable, elle allait découvrir de quoi Marguerite Dubois était capable. J'avais peut-être vieilli, mais j'étais loin d'être idiote ou impuissante. La première chose que j'ai faite en rentrant a été de fouiller méthodiquement le bureau d'Henry. Tous les tiroirs, tous les dossiers, tous les papiers. J'ai photographié chaque document important avec mon téléphone portable que Thomas m'avait offert pour mes 65 ans en me disant que même les grands-mères devaient se moderniser. Il ne croyait pas si bien dire. Ce que j'ai découvert dépassait mes pires cauchemars. Henry ne se contentait pas de détourner notre fortune familiale vers ses enfants et sa maîtresse. Il utilisait des montages financiers frauduleux pour échapper au fisc. Des comptes offshore, des sociétés écrans, des investissements fictifs. Notre fortune de 200 millions d'euros était en réalité largement sous-évaluée. Henry cachait probablement plus de 300 millions dans des paradis fiscaux. Et mes enfants, mes propres enfants, étaient parfaitement au courant. Ils avaient même signé des documents attestant qu'ils ignoraient l'existence de certains comptes pour protéger leur père en cas de contrôle fiscal. Mes petits anges étaient devenus des complices actifs d'une fraude massive. Cette découverte m'a donné l'arme que je cherchais. Si Henry voulait jouer au plus malin, j'allais lui montrer que 45 ans aux côtés d'un financier roublard m'avaient appris quelques techniques. J'ai tout photocopié, tout numérisé, tout sauvegardé sur plusieurs supports. Puis j'ai contacté un avocat, spécialisé dans les affaires familiales complexes, Maître Delacroix, dont la réputation de ténacité était légendaire dans le milieu judiciaire parisien. Maître Delacroix était une femme de 50 ans, élégante et redoutablement intelligente. Quand je lui ai exposé ma situation et montré mes preuves, ses yeux ont brillé d'un éclat particulier. Elle m'a expliqué que mon cas était exceptionnel, non seulement pour l'aspect successoral, mais surtout pour la fraude fiscale massive
Que représentaient les agissements d'Henri? Elle m'a proposé une stratégie en plusieurs phases. D'abord, attaquer la validité du testament pour vice de consentement et captation d'héritage. Ensuite, révéler l'existence de la fortune cachée pour réclamer ma part légitime. Et enfin, si nécessaire, dénoncer la fraude fiscale aux autorités compétentes pour faire pression sur Henri et mes enfants. Cette perspective de combat judiciaire m'effrayait et m'excitait à la fois. Toute ma vie, j'avais évité les conflits. Mais là, c'était ma survie qui était en jeu. Pas seulement financière, mais morale et psychologique. Je ne pouvais pas accepter de finir mes jours dans la pauvreté relative et l'humiliation absolue. Le soir même, j'ai décidé de jouer carte sur table avec Henri. Il était rentré de son prétendu voyage d'affaires londonien, détendu et souriant comme toujours après ses escapades avec Valérie. Je l'ai attendu dans le salon, assise dans mon fauteuil préféré, celui d'où j'avais présidé tant de dîners mondains. Quand il m'a vu avec tous ces documents étalés sur la table basse Louis XIV, son visage s'est décomposé. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu Henri Dubois perdre sa superbe. Ses mains tremblaient légèrement quand il a réalisé l'étendue de mes découvertes. Je connaissais maintenant l'existence de Valérie, des comptes offshore, de la fraude fiscale, de la complicité de nos enfants. Il a d'abord tenté de nier, puis de minimiser, puis de justifier. Mais face à l'accumulation de preuves, il a fini par s'effondrer. Pas par remords ou par amour pour moi, mais par peur des conséquences judiciaires et financières de ses actes. Il m'a supplié de rester raisonnable et de ne pas détruire la famille pour une question d'ego féminin. Une question d'ego féminin, comme si réclamer ma part légitime après 45 ans de mariage était un caprice de femme ménopausée. Cette phrase m'a donné la force définitive pour aller jusqu'au bout de ma démarche. J'ai posé mes conditions. Soit Henri annulait immédiatement le testament litigieux et me restituait la moitié de notre fortune réelle, y compris les avoirs cachés, soit j'engageais toutes les procédures judiciaires et fiscales possibles. Je lui ai donné 48 heures pour réfléchir. Ces 2 jours ont été les plus longs de ma vie. Henri alternait entre tentatives de séduction et menaces voilées. Il m'a promis des voyages somptueux, des bijoux exceptionnels, une rente plus confortable si j'acceptais de fermer les yeux. Puis il m'a menacé de me détruire socialement si je persistais dans cette voie. Mais j'avais franchi le point de non-retour. La gentille Marguerite était morte le jour où j'avais découvert l'ampleur de la trahison familiale. À sa place était née une femme déterminée à récupérer ce qui lui appartenait légitimement. Le 3e jour, Henri a capitulé. Partiellement. Il acceptait d'annuler le testament frauduleux et de me restituer officiellement 50 millions d'euros, soit le quart de notre fortune déclarée. Mais il refusait catégoriquement de révéler l'existence des comptes offshore. C'était insuffisant et il le savait. J'ai refusé sa proposition et lancé la première offensive judiciaire. Maître Delacroix a déposé une requête en annulation du testament pour captation d'héritage et vice de consentement. Simultanément, elle a saisi le tribunal pour faire établir un inventaire complet de notre patrimoine, y compris les avoirs dissimulés à l'étranger. La réaction de mes enfants a été immédiate et violente. Sébastien m'a appelé en hurlant, me traitant de folle et de destrutrice familiale. Isabelle a débarqué avenue Foch en larmes, me suppliant d'arrêter cette mascarade judiciaire qui allait ruiner la réputation familiale. Thomas, toujours aussi charmant, m'a envoyé un avocat pour me signifier qu'il n'avait plus de mère. Mais leur panique m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie. S'ils réagissaient si violemment, c'est que mes accusations touchaient juste. Ils avaient peur, et cette peur me donnait de la force. Les semaines suivantes ont été un enfer médiatique. Notre histoire a fuité dans la presse people parisienne. La guerre des Dubois. Une héritière de 70 ans attaque ses propres enfants. Scandale financier dans la haute société parisienne. Tous les journaux s'en donnaient à cœur joie. Notre nom, autrefois respecté dans les cercles huppés de la capitale, était devenu synonyme de règlement de comptes sordides. Henri a engagé les meilleurs avocats de Paris pour contrer mes attaques. Une armée de juristes en costume 3 pièces qui tentèrent de démontrer que j'étais une femme déséquilibrée, manipulée par des conseillers cupides, incapables de gérer une telle fortune. Ils ont même fait appel à des experts psychiatres pour évaluer ma capacité de discernement. Heureusement, Maître Delacroix était à la hauteur de sa réputation. Chaque manœuvre adverse était contrée par une riposte plus efficace encore. Elle a fait témoigner Marcel, notre chauffeur, qui a confirmé les escapades régulières d'Henri chez sa maîtresse. Elle a produit les relevés bancaires prouvant l'existence des comptes cachés. Elle a démontré que mes enfants avaient bénéficié de virements frauduleux pendant des années. Le tournant de l'affaire est venu quand les autorités fiscales ont décidé de s'intéresser de près aux finances de la famille Dubois. Mes révélations avaient déclenché un contrôle approfondi qui promettait d'être catastrophique pour Henri et mes enfants. Soudain, leur arrogance s'est muée en terreur. Sébastien, celui qui m'avait traité de folle, est revenu me supplier à genoux dans le salon familial. Il pleurait comme quand il était petit et qu'il avait cassé un vase précieux. Mais ces larmes ne pouvaient même plus attendrir mon cœur, désormais blindé. Il m'a avoué que leur plan était orchestré depuis 3 ans, depuis qu'Henri avait rencontré Valérie et décidé de refaire sa vie. Isabelle aussi a craqué. Elle m'a révélé que son mari banquier,
complice des montages financiers de son beau-père, risquait lui aussi des poursuites pénales. Toute leur existence dorée s'écroulait. Leurs enfants, mes petits-enfants que j'adorais, allaient grandir dans la honte d'une famille déshonorée. Même Thomas, le plus dur de mes 3 enfants, a fini par capituler. Il m'a écrit une lettre de 12 pages où il demandait mon pardon et reconnaissait l'ignominie de leur comportement. Trop peu, trop tard, mais cette reconnaissance m'a fait du bien. Henri, lui, refusait toujours de négocier. Convoqué par les services fiscaux, menacé de poursuites pénales, il campait sur ses positions. Sa fierté d'homme d'affaires respecté était plus forte que son instinct de survie. Ou peut-être pensait-il encore pouvoir s'en sortir grâce à ses relations et sa fortune. Il a sous-estimé ma détermination et les compétences de maître de la Croix. Quand les enquêteurs ont découvert l'existence de comptes en Suisse, au Luxembourg et aux îles Caïmans totalisant plus de 150 millions d'euros cachés, Henri s'est retrouvé face à un redressement fiscal de 60 millions d'euros, plus les pénalités. Du jour au lendemain, notre fortune déclarée ne suffisait plus à couvrir les dettes fiscales. Henri était ruiné, ou du moins contraint de rapatrier ses avoirs secrets pour éviter la prison. Son empire financier s'effondrait comme un château de cartes, exactement comme ma vie quelques mois plus tôt. C'est à ce moment-là que Valérie l'a quitté. Sa belle maîtresse de 40 ans, si élégante et si coûteuse, n'avait aucune envie de partager la déchéance d'un homme de 75 ans menacé de prison. Elle a allé vider l'appartement rue de la Pompe et disparu avec sa Porsche rouge, probablement vers un nouveau protecteur plus fiable financièrement. Henri s'est retrouvé seul, trahi à son tour par celle pour qui il avait sacrifié notre mariage. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Lui qui m'avait qualifiée de vieillissante et d'inutile, découvrait maintenant ce que signifiait être abandonné quand on ne peut plus rien offrir. La justice a suivi son cours inexorablement. Le tribunal a annulé le testament litigieux et ordonné un partage équitable de tous nos biens, y compris ceux dissimulés à l'étranger. J'ai finalement récupéré 128 millions d'euros, soit ma part légitime de la fortune réelle de mon ex-époux. Car oui, j'ai demandé le divorce. Après 45 ans de mariage, à 70 ans, j'ai retrouvé ma liberté. Mes enfants ont écopé d'amendes considérables pour complicité de fraude fiscale, mais ils ont échappé à la prison grâce à leur coopération avec la justice. Leurs comptes ont été gelés, leurs biens saisis partiellement. Ils ont dû vendre leurs luxueux appartements parisiens et leur résidence secondaire pour payer leurs dettes. Sébastien a perdu son poste de directeur dans l'empire financier paternel, désormais en liquidation judiciaire. Isabelle a divorcé de son mari banquier, lui-même inquiété par la justice pour blanchiment d'argent. Thomas a été radié du barreau pendant 2 ans pour complicité de fraude. Tous 3 ont découvert ce que signifiait la chute sociale brutale. Ils ont tenté, chacun à leur tour, de renouer le contact avec moi. Sébastien m'envoyait des fleurs chaque semaine, avec des mots d'excuses. Isabelle m'appelait en pleurant, me parlant de ses enfants qui me réclamaient. Thomas m'écrivait des lettres désespérées où il reconnaissait ses erreurs et me suppliait de lui pardonner. Mais quelque chose s'était définitivement brisé en moi. L'amour maternel, cette force qu'on dit indestructible, avait été tué par leur trahison méthodique. Comment pardonner à ses propres enfants d'avoir planifié votre humiliation et votre appauvrissement? Comment oublier qu'ils étaient prêts à vous laisser finir vos jours dans la médiocrité pour préserver leurs privilèges? J'ai déménagé dans un appartement somptueux de l'île Saint-Louis, loin de l'avenue Foch et de tous ses souvenirs empoisonnés. 300 mètres carrés, face à la Seine, avec vue sur Notre-Dame. Un écrin de luxe qui n'appartenait qu'à moi, financé par mon propre argent récupéré de haute lutte. Pour la première fois depuis mes 25 ans, j'étais libre. Libre de mes choix, de mes dépenses, de mes relations. Libre de cette prison dorée qu'avait été mon mariage avec Henri. Libre de recommencer ma vie à 70 ans. J'ai repris le piano. Mes doigts, un peu raides après tant d'années d'abandon, ont retrouvé progressivement leur agilité sur les touches d'ivoire de mon nouveau Steinway. Les nocturnes de Chopin résonnaient à nouveau dans ma vie, comme un écho de cette jeune femme talentueuse que j'avais été avant de devenir Madame Henri Dubois. J'ai voyagé, seule. Des croisières de luxe, où je rencontrais d'autres femmes de mon âge qui avaient, elles aussi, reconquis leur liberté sur le tard. Nous échangions nos histoires de renaissance, nos recettes de bonheur retrouvées. J'ai découvert que j'étais loin d'être la seule septuagénaire à avoir vécu cette révolution personnelle. 6 mois après le jugement définitif, Henri a tenté une dernière manœuvre. Il est venu sonner à ma porte, amaigri, vieilli, l'air pitoyable. Il voulait me reconquérir, disait-il, me promettre un nouveau départ, une réconciliation basée sur l'amour véritable et non plus sur les convenances sociales. Je l'ai regardé longuement, cet homme que j'avais aimé pendant presque un demi-siècle. Ce mari pour qui j'avais sacrifié mes ambitions artistiques. Ce père de mes enfants avec qui j'avais partagé tant de joie et de peine. Et je n'ai ressenti qu'une immense indifférence. L'amour était mort, tué par la trahison et l'humiliation. Je lui ai simplement dit que notre histoire était terminée. Définitivement. Qu'il avait eu sa chance de vieillir à mes côtés, dans le respect et la tendresse,
mais qu'il avait préféré la chair fraîche et les stratagèmes sordides. À 75 ans, il était trop tard pour les regrets. Henri est reparti ce jour-là, courbé sous le poids de ses erreurs. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'il avait fait un infarctus. Non mortel, heureusement, mais suffisant pour l'affaiblir définitivement. Il vivait maintenant dans un petit appartement de Neuilly, surveillé par une infirmière, rongé par les remords et la solitude. Mes petits-enfants, eux, me manquaient terriblement. Ces innocents payaient le prix des erreurs de leurs parents. Emma, la fille de Sébastien, n'avait que 12 ans quand tout s'est écroulé. Paul et Léa, les jumeaux d'Isabelle, en avaient 14. Mathis, le fils de Thomas, venait d'avoir 16 ans. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur grand-mère adorée avait soudainement disparu de leur vie. Leurs parents leur avaient sûrement raconté que j'étais devenue difficile ou malade. Comment leur expliquer que leur héros avait des pieds d'argile? Comment leur dire que l'argent peut corrompre même l'amour filial? J'ai décidé de leur écrire individuellement quand ils seraient majeurs, pour leur expliquer ma version de l'histoire, pour qu'ils comprennent que leur grand-mère n'était pas la méchante sorcière du conte familial, mais une femme qui avait simplement refusé de se laisser humilier. En attendant, j'ai créé pour chacun d'eux un compte d'épargne secret, alimenté régulièrement par mes revenus. Un petit trésor qu'ils découvriront à leur majorité, avec une lettre leur expliquant que l'amour d'une grand-mère survit à toutes les tempêtes familiales. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo. 1 an après le début de cette bataille judiciaire, je peux faire un bilan de cette révolution personnelle. J'ai perdu une famille, mais j'ai retrouvé ma dignité. J'ai perdu un mari, mais j'ai gagné ma liberté. J'ai perdu des illusions, mais j'ai découvert ma vraie valeur. À 71 ans, aujourd'hui, je ne regrette rien. Chaque matin, quand j'ouvre les rideaux de mon salon parisien et que je vois la Seine scintiller dans la lumière matinale, je remercie le destin de m'avoir donné la force de me battre. Sans cette trahison horrible, j'aurais fini mes jours dans un mensonge confortable, entouré de faux semblants et de fausses tendresses. Aujourd'hui, chaque geste que je fais est authentique. Chaque euro que je dépense m'appartient légitimement. Chaque sourire que je donne vient du cœur et non des convenances sociales. Cette liberté reconquise vaut tous les drames traversés. J'ai même retrouvé l'amour. Pas celui, passionnel, de ma jeunesse, mais une tendresse douce et apaisante avec un homme de mon âge, veuf lui aussi, musicien comme j'aurais pu l'être. Pierre m'a redonné le goût des petits bonheurs simples. Un concert au Châtelet, une promenade dans les jardins du Luxembourg, un dîner aux chandelles sans protocole ni obligation mondaine. Pierre ne connaît rien à la finance et ne possède qu'un modeste appartement dans le Marais. Mais il a ce que Henri n'avait jamais eu, la capacité d'aimer sans arrière-pensée, sans calcul, sans stratégie. Avec lui, je redécouvre ce qu'est la complicité véritable, celle qui se moque des comptes en banque et des héritages. Nous jouons du piano ensemble. 4 mains sur le clavier, 2 cœurs qui battent au même rythme. Nos doigts se croisent parfois sur les touches, et c'est plus troublant que tous les diamants qu'Henri m'offrait pour se faire pardonner ses infidélités. L'amour à 70 ans a une saveur particulière, celle de la gratitude et de l'urgence mélangée. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Sébastien dans la rue. Par hasard, près de la place Vendôme, il sortait d'un entretien d'embauche, l'air fatigué et vieilli. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité. J'ai vu dans ses yeux une immense tristesse, un regret profond. Lui a dû voir dans les miens la sérénité retrouvée d'une femme enfin libérée. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous avons continué chacun notre chemin. Mais cette rencontre m'a fait réfléchir. Mes enfants payent encore le prix de leur trahison. Ils ont perdu leur fortune, leur statut social, leur réputation. Mais surtout, ils ont perdu leur mère. Et ça, c'est irréparable. Parfois, la nuit, il m'arrive de penser à eux, à ces bébés que j'ai portés, nourris, aimés sans condition, à ces enfants que j'ai consolés, encouragés, soutenus dans toutes leurs entreprises. Comment ont-ils pu devenir ces adultes cupides, prêts à tout pour l'argent, y compris à trahir celle qui leur avait donné la vie? La réponse est probablement dans l'éducation que nous leur avons donnée, Henri et moi. Trop de luxe, trop de facilité, pas assez de valeurs morales solides. Nous leur avons appris que l'argent pouvait tout acheter, y compris le bonheur et le respect. Ils ont appliqué cette leçon à leur propre mère. Mais je refuse de culpabiliser davantage. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'amour sincère que je ressentais pour eux. Si cet amour n'a pas suffi à leur inculquer un minimum de décence filiale, c'est qu'il y avait en eux une faille que je n'ai pas su voir ou corriger. Aujourd'hui, quand des amis me demandent si je regrette d'avoir été si dur avec ma famille, je réponds toujours la même chose. Jamais. Car accepter cette spoliation, c'était accepter d'être traité comme une quantité négligeable. C'était valider l'idée qu'une femme âgée ne mérite ni respect ni considération. C'était mourir de mon vivant. En me battant, j'ai non seulement sauvé ma dignité personnelle, mais j'ai aussi envoyé un message à toutes les femmes de ma génération. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. À 70 ans, on peut encore dire non, encore se révolter, encore recommencer. Les médias,
qui s'étaient d'abord moqués de la vieille dame qui attaquait ses enfants, ont fini par comprendre l'enjeu véritable de mon combat. Plusieurs magazines m'ont consacré des articles élogieux, parlant de mon courage exemplaire et de ma leçon de vie. J'ai même été invité dans des émissions de télévision pour témoigner de mon expérience. Ces apparitions médiatiques m'ont valu des centaines de lettres de femmes dans des situations similaires. Des épouses trahies, des mères spoliées, des grands-mères oubliées. Toutes me remercient d'avoir montré qu'il était possible de se battre et de gagner. Certaines m'ont pris comme modèle pour engager leur propre procédure judiciaire. J'ai créé une association, Dignité des aînés, qui aide les personnes âgées victimes de maltraitance financière ou psychologique de la part de leurs proches. Nous avons déjà accompagné une 50aine de dossiers, avec un taux de succès encourageant. Mon combat personnel est devenu une cause collective. Cette activité associative donne un sens nouveau à ma vie. Utiliser mon expérience douloureuse pour aider d'autres victimes transforme ma blessure en force utile. Chaque grand-mère que nous aidons à récupérer ses biens détournés, chaque épouse que nous accompagnons dans sa reconquête d'autonomie, justifie les souffrances que j'ai endurées. Pierre m'accompagne souvent dans ses démarches. Lui qui a été professeur de musique toute sa vie, apporte une écoute bienveillante à ces femmes brisées. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Moi pour l'aspect juridique et financier, lui pour le soutien psychologique et moral. Notre association grandit chaque mois. Nous avons maintenant des bénévoles dans toute la France, souvent d'anciennes victimes devenues militantes. Notre site internet reçoit des milliers de visites mensuelles. Les médias nous consultent régulièrement pour des témoignages ou des analyses sur la maltraitance des seniors. Il y a 3 mois, j'ai reçu un appel qui m'a bouleversée. C'était Emma, la fille de Sébastien, maintenant âgée de 15 ans. Elle avait trouvé mon numéro et voulait me parler. Sa voix tremblait d'émotion quand elle m'a dit « Grand-mère, tu me manques tellement. Je ne comprends pas pourquoi papa et maman disent que tu es méchante. Pour moi, tu seras toujours la plus gentille des mamies. » Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté sa vie, ses études, ses rêves d'avenir. Elle voulait devenir avocate pour défendre les gens comme grand-mère. Cette conversation m'a émue aux larmes. Mes petits-enfants ne m'avaient pas oubliée, malgré le poison que leurs parents avaient sûrement tenté d'instiller dans leurs esprits. Emma m'a supplié de la revoir. J'ai accepté, mais en secret, dans un café près de son lycée. Quand je l'ai vue arriver, grande et élégante comme sa mère au même âge, mon cœur a failli exploser de tendresse. Elle s'est jetée dans mes bras en pleurant, et nous sommes restés enlacés plusieurs minutes sans rien dire. Elle m'a expliqué que ses frères et cousins pensaient tous comme elle. Ils ne comprenaient pas cette guerre familiale et rêvaient de me retrouver. Leurs parents leur avaient interdit de me contacter, mais Emma avait décidé de désobéir. Son courage m'a rappelé ma propre rébellion contre l'injustice. Nous nous voyons maintenant régulièrement en cachette. Emma vient chez moi le mercredi après-midi. Officiellement pour des cours particuliers de piano, chez une professeure fictive. Pierre joue le jeu et lui donne effectivement des leçons. Elle progresse rapidement et retrouve le plaisir de la musique que sa famille avait abandonné depuis le scandale. Ces retrouvailles avec ma petite fille m'ont redonné espoir. Si Emma a eu le courage de me recontacter, malgré l'interdiction parentale, peut-être que les autres suivront quand ils auront l'âge de décider par eux-mêmes. L'amour familial véritable est plus fort que les rancœurs et les manipulations. Donnez un like si vous souhaitez connaître la fin de cette incroyable histoire. Il y a 2 semaines, un événement inattendu est venu bousculer ma nouvelle existence. Henri a fait un second infarctus, plus grave cette fois. Il a été hospitalisé en urgence cardiologique et son pronostic vital était engagé. Sébastien m'a appelé, en larmes, pour m'annoncer la nouvelle et me supplier de venir voir son père, une dernière fois. J'ai hésité pendant des heures. Cet homme qui m'avait trahi, humilié, spolié, méritait-il ma compassion dans ces derniers instants? Pierre m'a conseillé de suivre mon cœur, pas ma rancœur. « Tu ne le fais pas pour lui, m'a-t-il dit. Tu le fais pour toi, pour pouvoir te regarder dans la glace sans regret. » Je me suis rendue à l'hôpital Cochin un matin gris de novembre. Henri était dans le coma, entouré de machines qui le maintenaient en vie artificielle. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage creusé par la maladie et les remords. Il paraissait si fragile, si diminué, que j'ai eu du mal à reconnaître le financier arrogant qui régnait sur Paris. Mes 3 enfants étaient là, assis autour du lit. Quand je suis entrée, un silence pesant s'est installé. Nous ne nous étions pas revus ensemble depuis le début des procédures judiciaires, 2 ans plus tôt. Ils avaient tous vieilli, marqués par les épreuves qu'ils avaient traversées. Sébastien s'est levé le premier. Il s'est approché de moi avec prudence, comme on approche un animal sauvage. « Maman » a-t-il murmuré, et ce simple mot m'a chavié le cœur. Depuis combien de temps n'avais-je pas entendu mes enfants m'appeler maman? Isabelle et Thomas se sont joints à leurs frères. Tous les 3, mes 3 bébés devenus des adultes marqués par leurs erreurs, me regardaient avec un mélange d'espoir et d'appréhension. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils regrettaient sincèrement leurs actes passés. Le temps et les épreuves avaient fait leur œuvre. Nous avons parlé longuement autour du lit de leur père inconscient.
Ils m'ont présenté leurs excuses, non pas les excuses calculées du début, mais de vraies excuses venues du cœur. Ils ont reconnu l'ignominie de leur comportement, la cruauté de leur trahison, l'injustice de leur acharnement contre moi. Sébastien s'est levé le premier. Il s'est approché de moi avec prudence, comme on approche un animal sauvage. « Maman » a-t-il murmuré, et ce simple mot m'a chavié le cœur. Depuis combien de temps n'avais-je pas entendu mes enfants m'appeler maman? Isabelle et Thomas se sont joints à leurs frères. Tous les trois, mes trois bébés devenus des adultes, marqués par leurs erreurs, me regardaient avec un mélange d'espoir et d'appréhension. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils regrettaient sincèrement leurs actes passés. Le temps et les épreuves avaient fait leur œuvre. Nous avons parlé, longuement, autour du lit de leur père inconscient. Ils m'ont présenté leurs excuses, non pas les excuses calculées du début, mais de vraies excuses venues du cœur. Ils ont reconnu l'ignominie de leur comportement, la cruauté de leur trahison, l'injustice de leur acharnement contre moi. Sébastien m'a avoué que pas un jour ne passait sans qu'il pense à moi avec des remords. Isabelle m'a dit que son divorce l'avait fait réfléchir sur la valeur des liens familiaux authentiques. Thomas m'a confié que sa radiation du barreau lui avait appris l'humilité et lui avait fait comprendre la souffrance qu'il m'avait infligée. Leurs regrets étaient l'âme sincère, je le sentais. Mes 2 années de blessures ne se guérissent pas en quelques heures de conversation. Mon cœur était encore trop meurtri pour pardonner immédiatement. J'ai accepté de leur parler, de les écouter, mais le chemin vers une réconciliation possible serait long et semé d'embûches. Henri est mort le lendemain, sans avoir repris conscience. Il est parti en emportant ses remords et ses regrets dans la tombe. Aux obsèques, à l'église Saint-Philippe du Roule, j'étais assise au premier rang, conformément au protocole. Pas par amour pour mon ex-époux, mais par respect pour nos 45 ans de vie commune, malgré tout. L'assemblée était clairsemée. Beaucoup d'anciens amis avaient préféré éviter cette cérémonie qui rappelait le scandale financier des Dubois. Les honneurs rendus étaient en dès convenus, sans chaleur particulière. Henri était mort seul, abandonné par sa maîtresse et méprisé par son milieu professionnel. Après l'enterrement au Père-Lachaise, mes enfants m'ont demandé si nous pouvions déjeuner ensemble. Un petit restaurant discret du 7e arrondissement, loin des lieux de notre ancienne vie commune. Nous avons mangé en silence d'abord, puis les mots sont venus progressivement. Ils m'ont raconté leur nouvelle vie, bien différente de l'existence dorée d'avant. Sébastien travaillait maintenant comme consultant freelance, dans un studio de 40 mètres carrés à Montparnasse. Isabelle élevait seule ses jumeaux dans un 3 pièces de banlieue. Thomas avait retrouvé un poste d'avocat salarié dans un petit cabinet avec un salaire modeste. Cette déchéance sociale leur avait paradoxalement appris la vraie valeur des choses. Ils découvraient les difficultés du quotidien que leur fortune leur avait cachées pendant des décennies. Les fins de mois difficiles, les arbitrages budgétaires, l'angoisse de l'avenir incertain. Mes enfants gâtés apprenaient enfin la vraie vie. Ils me demandaient pas de l'argent, chose qui m'a surprise et rassurée. Ils voulaient juste retrouver leur mère, réparer cette relation brisée par leur cupidité passée. C'était touchant, mais je restais prudente. Comment être sûre que cette repentance n'était pas motivée par l'intérêt, une fois encore? J'ai posé mes conditions pour une éventuelle réconciliation. D'abord, qu'ils reconnaissent publiquement leurs erreurs et me présentent des excuses officielles. Ensuite, qu'ils s'engagent bénévolement dans mon association pour aider d'autres victimes de maltraitance familiale. Enfin, qu'ils acceptent de ne plus jamais me parler d'argent ou d'héritage. Ils ont accepté sans discussion. Quelques semaines plus tard, ils ont donné une interview à un grand hebdomadaire parisien où ils reconnaissaient leurs torts et saluaient mon courage. Ils ont rejoint l'équipe bénévole de Dignité des aînés et se sont révélés très efficaces, leur propre expérience les rendant crédibles auprès des victimes. Cette collaboration inattendue a marqué le début de notre réconciliation. Très progressive, très prudente, mais réelle. Mes enfants découvraient enfin qui j'étais vraiment. Pas seulement leur mère, mais une femme à part entière, avec ses forces, ses convictions, sa dignité. Ils apprenaient à me respecter, pas seulement à m'aimer. Emma était folle de joie de voir sa famille se reconstituer lentement. Elle avait continué à me voir en secret pendant des mois, servant d'intermédiaire affectueuse entre ses parents et moi. Maintenant, elle pouvait enfin parler ouvertement de ses visites chez sa grand-mère chérie. Les autres petits-enfants ont suivi. Paul et Léa, d'abord timides, puis de plus en plus confiants. Mathis, déjà presque adulte, qui me regardait avec une admiration nouvelle. Ils avaient découvert que leur grand-mère n'était pas la sorcière décrite par leurs parents, mais une femme courageuse qui s'était battue pour ses droits. Mes petits-enfants sont devenus mes plus grands soutiens. Ils comprennent instinctivement que j'ai eu raison de me révolter contre l'injustice. Emma veut toujours devenir avocate pour défendre les mamies comme grand-mère. Paul s'intéresse à l'action sociale. Léa rêve de devenir journaliste pour dénoncer les méchants. Mathis envisage des études de finance pour protéger les gens honnêtes. Ma bataille judiciaire aura au moins servi à cela. Montrer à mes descendants qu'il ne faut jamais accepter l'inacceptable, quel que soit son âge, que la dignité ne se négocie pas.
que l'amour véritable suppose le respect mutuel. Ces leçons valent tous les millions du monde. Aujourd'hui, à 72 ans, je peux dire que ma vie a été réussie. Pas celle que j'avais imaginée en me mariant à 25 ans, mais celle que j'ai construite après ma renaissance de septuagénaire rebelle. J'ai retrouvé mes enfants sur de nouvelles bases, plus saines. J'ai découvert l'amour apaisé avec Pierre. J'ai donné un sens social à ma fortune en aidant d'autres victimes. Mon histoire pourrait s'arrêter là, sur cette note d'espoir et de réconciliation. Mais la vie réserve parfois des surprises jusqu'au bout. Il y a 15 jours, Maître Delacroix m'a appelé avec une nouvelle stupéfiante. Les autorités suisses venaient de découvrir un compte secret d'Henri que nous n'avions jamais localisé. Un compte alimenté pendant 20 ans, contenant l'équivalent de 50 millions d'euros. D'après les documents bancaires retrouvés, ce compte était destiné à financer la retraite dorée d'Henri avec sa maîtresse Valérie. Une cagnotte secrète pour leurs vieux jours complices, loin de l'épouse encombrante. L'ultime trahison de mon défunt mari, découverte après sa mort. Légalement, cet argent me revient intégralement puisque Henri est décédé avant d'avoir pu le récupérer et que notre divorce n'était pas encore prononcé au moment de sa constitution. 50 millions d'euros supplémentaires qui tombent du ciel, 2 ans après la fin de nos procédures. Mes enfants l'ont appris en même temps que moi. Leur réaction a été le test ultime de leur sincérité. Allaient-ils redevenir cupides en apprenant l'existence de cette somme colossale? Allaient-ils remettre en question notre réconciliation naissante? Ils m'ont surpris positivement. Sébastien a été le premier à réagir. « Maman, cet argent est entièrement à toi. Tu n'as aucune obligation morale de le partager avec nous. » Isabelle et Thomas ont abondé dans le même sens. Leur repentance était donc authentique puisqu'elle résistait à l'épreuve de cette tentation financière majeure. J'ai décidé de consacrer ces 50 millions à ma fondation Dignité des aînés, qui devient ainsi l'une des plus importantes organisations européennes de lutte contre la maltraitance des seniors. Nous pourrons multiplier nos actions, ouvrir des antennes dans toute l'Europe, former des équipes de professionnels spécialisés. Cette donation massive fait de moi une philanthrope respectée. Les médias saluent ma générosité et ma cohérence. Utiliser l'argent détourné par mon mari pour aider les victimes de situations similaires. Mon combat personnel devient un legs durable pour les générations futures. Pierre est fier de moi, mes enfants me respectent enfin totalement. Mes petits-enfants me vénèrent comme une héroïne. J'ai transformé la plus grande trahison de ma vie en la plus belle victoire de ma vieillesse. À 72 ans, je commence le chapitre le plus riche de mon existence. Voilà mon histoire, celle d'une femme ordinaire devenue extraordinaire par la force des circonstances. Une femme qui a refusé de mourir de son vivant et qui a trouvé dans la révolte légitime les ressources insoupçonnées de sa renaissance. Une preuve que l'âge n'est jamais un obstacle au courage, et que la dignité reconquise vaut tous les trésors du monde. Si mon témoignage peut inspirer d'autres femmes dans ma situation, alors toutes mes souffrances auront eu un sens. Car au final, la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans le regard que l'on peut porter sur soi-même le matin dans la glace. Et moi, Marguerite Dubois, septuagénaire rebelle et réconciliée, je peux enfin me regarder avec fierté. La justice existe encore en ce monde. Il suffit parfois d'une vieille dame déterminée pour le prouver.